Bonjour, c'est le 22 juillet prochain que la directive AIFM entrera en vigueur. Elle va changer radicalement la façon dont les fonds sont gérés et commercialisés dans toute l'Europe. C'est à ce titre que je reçois aujourd'hui Nathalie Duguet, avocat associée du cabinet SJ Berwin à Paris. Nathalie Duguet, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette directive AIFM va renforcer l'attractivité de la France comme place financière? Oui, notre opinion, c'est que oui. La directive va donc harmoniser le cadre réglementaire applicable à tous les fonds d'investissement dans la gestion alternative. Y compris donc le capital investissement. Y compris le capital investissement, les fonds immobiliers, les fonds infrastructures, les fonds dette. Donc c'est un cadre qui s'applique à tous ces gestionnaires. Et l'avantage pour la France, c'est que les Français, les acteurs français sont déjà régulés et connaissent ce cadre réglementaire. Donc, mis à part quelques petits ajustements, ils sont prêts et donc ils ont cet avantage par rapport à la gestion des autres pays européens. Le Royaume-Uni et le Luxembourg, qui étaient des pays traditionnellement moins régulés, sont aujourd'hui donc mis au pas aussi par la directive. Exactement. C'est chez eux qu'il y a le plus de travail à faire en termes de conformité. Ils avaient déjà un cadre réglementaire, mais c'est vrai que c'était moins habituel et moins lourd qu'en France. Sur ce thème de la compétitivité, est-ce que vous pensez justement que les investisseurs pourraient être rassurés par le fait que les fonds français étaient déjà bien régulés et bien réglementés? Absolument, même s'ils ne le demandent pas explicitement, à la fois les investisseurs ainsi que les cibles, les investissements, à mon avis, vont être rassurés d'avoir affaire à des acteurs réglementés. Alors, ces acteurs qui vont être pris justement dans les filets de la directive, qui sont-ils dans les grandes masses? Alors, ce sont les fonds d'investissement. On a une définition extrêmement large, on vient de le dire, fonds de capital développement, transmission, venture et autres. Donc, c'est une définition très large. En revanche, il y a un système de seuil. C'est uniquement les fonds qui sont au-dessus de deux seuils. 500 millions d'euros si le fonds n'a pas recours à l'effet de levier et 100 millions d'euros si le fonds a recours à l'effet de levier. Donc lorsque vous êtes au-dessus de ces seuils, vous devez vous conformer à la directive. Alors en revanche, est-ce que justement les fonds qui sont en dessous de ces seuils ont la possibilité de se placer volontairement sous le régime de la directive? Absolument. Il y a un système de opt-in, très intéressant d'ailleurs si le fonds souhaite se commercialiser à l'étranger. Ce serait une des raisons pour laquelle le fonds pourrait se mettre sous le système de la directive. Et donc oui, ils peuvent se conformer à la directive même s'ils sont en dessous des seuils. Ça veut dire que les investisseurs institutionnels étrangers pourraient être plus enclins à investir dans des fonds qui sont AIFM compliant, y compris ceux qui sont en dessous des seuils? Oui, mais là encore, ils n'ont pas fait cette demande explicite, mais c'est un peu la tendance du moment de croire que la régulation peut aider les investissements et donc on peut s'attendre à cette demande. Et du coup, en France, on sait que la plupart en fait, des gérants, notamment dans le private equity, sont en dessous de ces fameux seuils que vous avez évoqués. Ça veut donc dire que le choix de l'option va être ouvert à une large part du marché français. Oui, pour le marché français, c'est une véritable question à se poser. Donc, pour se répéter, ceux qui vont véritablement commercialiser, ça vaut vraiment la peine de se poser la question si oui ou non, pour faciliter la commercialisation, on n'a pas intérêt à se conformer. En revanche, il y a quand même des obligations plus lourdes du fait que vous êtes AIFM, ce qu'on dit dans notre jargon AIFMD compliant. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Il y a un arbitrage à faire. Justement, sur le bénéfice phare de la directive, c'est justement cette facilité de commercialisation dans toute l'Europe, tout type de véhicule, si on a bien compris. Il y a deux avantages, c'est ce qu'on appelle le passeport commercialisation qui vous permet de commercialiser partout par un système de passeport en Europe. Et il y a un deuxième passeport qu'on appelle le passeport gestion qui vous permet, lorsque le gestionnaire est en France, de gérer un véhicule d'un autre État membre. Et ça, c'est une véritable avantage si vous voulez faire une structuration adaptée aux contraintes de certains investisseurs dans certaines juridictions qui ont des contraintes réglementaires ou fiscales et qui préfèrent investir dans un véhicule de leur propre juridiction. Donc là, c'est parfait puisqu'à ce moment-là, vous pourriez gérer ce fonds à partir de la France. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir gérer par exemple un limited partnership, une sicaire luxembourgeoise tout en restant basé en France. Et l'inverse. Et l'inverse. Et l'inverse, en étant basé à Londres, on pourra gérer un véhicule de capital investissement en France.
D'accord. Mais il y a quand même des contraintes qui s'appliquent. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un arbitrage à faire. De manière assez synthétique, quelles sont les obligations que la directive impose? Alors, ce qui est nouveau, c'est que les fonds propres qui devront être immobilisés augmentent. Donc ça, c'est une nouveauté. L'autre grande nouveauté, c'est de mettre en place une politique de rémunération. En termes d'évaluation, il faut aussi mettre un processus d'évaluation qui est hiérarchiquement indépendant des personnes qui sont impliquées dans les dossiers d'investissement. Donc, et il y a tout un ensemble de procédures qu'il faut mettre par écrit. Et un reporting important auprès du régulateur. Et quand je dis important, il est important ce reporting à mettre en place. Donc ça, c'est un reporting encore plus alourdi, on peut dire, que le reporting existant, hein, puisqu'on disait la profession est déjà réglementée. Est-ce qu'il y a aussi, en termes de business, si je puis dire, des notifications qui vont être demandées dans la conduite de la stratégie d'investissement? Oui, ça c'est également une nouveauté de la directive. Tout fonds qui prendra le contrôle ou qui franchira certains seuils devra faire une notification à la société, aux actionnaires, au comité d'entreprise dans certains cas et aux régulateurs. Donc ça, c'est une véritable nouveauté qui avait à l'époque fait couler beaucoup d'encre. Et on le précise, ça concerne bien les prises de participation dans des sociétés non cotées. Indépendamment des règles qui existent sur le marché par ailleurs. Donc, alors, ce n'est pas toutes les sociétés. Celles qui seraient des PME n'ont pas besoin, lorsque vous prenez le contrôle de PME, la notification, l'obligation de notification ne s'applique pas. Donc, on peut espérer quand même que ce sera d'application un peu encadré. Alors, on le disait tout à l'heure, l'entrée en vigueur, c'est le 22 juillet. Ça fait quand même plus de 2 ans, voire même 3 ans qu'on parle que cette directive se négocie. Est-ce que les gérants sont au pas? Est-ce qu'ils seront prêts pour la transposition le 22? En tout cas, du côté régulateur, ils font tout, excusez-moi, pour être prêts, puisque là, il y a eu des consultations sur les nouveaux textes qui vont s'appliquer à partir du 22 juillet. Et c'est vrai que chaque gestionnaire a reçu un courrier courant avril de l'AMF lui demandant donc de regarder chaque fonds qui était sous gestion pour savoir, parce que c'est ce qu'il va falloir faire, chaque gestionnaire va devoir prendre l'ensemble de ces fonds, se poser la question, est-ce qu'il s'agit de fonds? Est-ce que certaines exceptions ou dérogations prévues à la directive s'appliquent à ces fonds? Donc il y a un arbre de décision, oui, non. Si on rentre dans la définition très large de fonds d'investissement, à ce moment-là, il faudra calculer la totalité des actifs sous gestion et là, se poser la question, est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus des seuils? Et donc, c'est tout ce processus que les gestionnaires sont en train de faire. Et après, évidemment, lorsqu'on est au-dessus, eh bien, on n'a pas le choix. Vous avez 1 an pour vous mettre en conformité. Et puis après, ceux qui veulent opt-in, eux, à ce moment-là, il n'y a pas de limite dans le temps, et je dirais que c'est plutôt un arbitrage opportuniste en fonction de s'ils sont ou pas en levée de fonds. Et puis pour ceux qui veulent s'agréer, c'est la même chose, et eux, il faudra qu'ils demandent un agrément auprès de l'AMF. Nathalie Duguet, merci beaucoup pour ce parcours quand même du combattant que reste la transposition de la directive. Donc on l'a compris, il y a au minimum 1 an pour grimper dans l'arbre de décision. Merci beaucoup, au revoir.